l'homme primitif inventa le langage pour pouvoir dialoguer plus facilement. Vint ensuite l'écriture, notamment les hiéroglyphes que les Égyptiens gravaient dans la pierre. Gutenberg, qui inventa finalement l'imprimerie, et Rowland Hill, qui permit le développement de la poste. En fait, de tout temps, les hommes ont cherché à communiquer d'abord par le langage, puis l'écriture, et aujourd'hui... Ben, il y a le téléphone, la radio, la télévision et la vidéo. Salut les amis! Quand j'entends parler de communication, je ne peux pas m'empêcher de pointer mon petit nez. Qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui? La radio, la télé. Les satellites! Eh bien, vous n'avez qu'à regarder votre écran. Le premier système de communication électrique fut le télégraphe, ce qui signifie en grec écrire à distance. C'est l'Américain Samuel Morse qui le mit au point en 1837. Son invention avait le mérite d'être extrêmement simple et fiable. Morse était un artiste peintre réputé à l'époque et avait peu de notions des phénomènes électriques et électromagnétiques. Mais grâce à l'aide d'un professeur de physique qui avait les connaissances nécessaires, mais pas le génie, Morse put mettre au point son invention qu'il bricola d'abord sur le cadre d'une de ses toiles. Il testa rapidement son système, qui reliait entre eux un émetteur comprenant une batterie et un interrupteur, et un récepteur avec un électroaimant actionnant un petit stylet sur une bande de papier. Il suffisait donc qu'il envoie un signal selon un code pour que cela s'imprime de l'autre côté. Regardons tout de suite en détail comment ça marchait. Quand l'expéditeur actionnait le manipulateur, le signal électrique était reçu dans le récepteur qui actionnait un levier qui lui-même faisait bouger le petit stylet imprimant. Et lorsqu'on cesse d'actionner le manipulateur, Le courant électrique ne passe plus et le stylet se relève. Il suffisait donc de baisser ou lever le manipulateur et un signal s'inscrivait chez le correspondant. oui, c'est ça. Mais le génie de Morse fut d'inventer en même temps un nouvel alphabet, extrêmement simple et universel, fait de signaux brefs ou longs, et qui, une fois combiné, pouvait reformer des lettres dans toutes les langues du monde. Son système fut rapidement adopté aux États-Unis, où il relia d'abord Washington et Baltimore, puis toutes les villes importantes du pays. Et en Europe aussi, on développa le premier réseau télégraphique entre toutes les grandes capitales du continent. En 1851, grâce à un câble sous-marin, on relia ce réseau à l'Angleterre. Et en 1867, le câble traversa l'Atlantique pour rejoindre les États-Unis. Le télégraphe venait de bouleverser les vitesses de communication en permettant aux diplomates comme au grand public de communiquer instantanément. Les messages que transportaient les coursiers à pied ou à cheval et qui mettaient des mois pour arriver quand ils arrivaient ne prenaient maintenant plus que quelques instants. Mais il ne pouvait qu'envoyer des signaux codés. Et pas encore communiquer à distance en se parlant. Mais c'est pour ça que le téléphone fut inventé. Nous voici aux États-Unis dans l'atelier d'Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Il s'intéressait à l'acoustique et enseignait la parole aux muets. Et c'est en 1875 qu'au cours d'une expérience, il entendit par hasard la voix de son assistant passer au travers d'un fil. Et voici le modèle dont il put finalement déposer le brevet en 1876. Allô, allô? La voix fait vibrer une petite lame tout près d'un électroaimant qui transforme ces vibrations en courant électrique variable. Ce courant est transmis ensuite par un fil jusqu'à un récepteur qui le transforme à nouveau en son par un électroaimant qui fait vibrer une autre lame.
ce qui restitue la voix. Le principe de nos téléphones actuels n'est pas très différent, je crois. Bell améliora le téléphone lui-même, mais eut surtout l'idée de développer des centraux téléphoniques, d'abord manuels, puis automatiques. Il permit ainsi à des millions de gens, d'abord dans les villes, puis d'une ville à l'autre, puis d'un continent à l'autre, de se parler les uns avec les autres. Il avait inventé le tout premier moyen de communication privée électrique en reliant un point à un autre. Et la radio? Qui est-ce qui a eu l'idée de la radio? J'y viens, j'y viens. Je ne vous apprends rien, messieurs, si je vous dis que la lumière est constituée d'ondes. Je veux essayer de prouver au monde qu'il existe un rapport certain entre magnétisme et électricité. La vitesse de l'électricité est, je pense, la même que celle de la lumière. Je suis donc convaincu que l'électricité et le magnétisme, disons l'électromagnétisme, peut transmettre des ondes n'importe où comme la lumière. Cet homme est Michael Faraday, un physicien britannique. Sa théorie était intéressante et juste, mais les gens de l'époque ne voyaient pas où il voulait en venir. Lui, c'est un autre Anglais, James Maxwell, qui en 1864 utilisa la théorie de Faraday en démontrant l'existence d'un nouveau type de rayonnement qui pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière. Il a découvert l'onde électrique, c'est ça? 24 ans plus tard, un physicien allemand démontra en pratique la théorie de Maxwell. Ça va, monsieur Hertz? Tout est prêt. Hertz inventa un oscillateur capable de produire des ondes radio ainsi qu'un récepteur pouvant détecter à distance leur présence. Son appareil démontrait sans aucun doute que l'on pouvait transmettre des ondes électromagnétiques à distance. Hertz comprit aussi que la vitesse de l'onde électrique était semblable à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Et la radio dans tout ça? J'y viens, j'y viens. Nous voici maintenant en Italie, près de Bologne, où Guglielmo Marconi, un jeune Italien de 20 ans, eut connaissance des ondes hertziennes. Père, s'il te plaît, tu peux venir une minute? J'ai quelque chose à te montrer. Quoi encore? Ah, je voudrais seulement que tu lises cet article. Regarde, s'il te plaît. Un article de Heinrich Hertz. Les ondes électriques se déplacent dans l'air à la vitesse de la lumière. Oui, et alors? Mais c'est une découverte fantastique! Oui, extraordinaire! Ne comprends-tu pas le parti qu'on pourrait tirer d'une telle propriété? Du bavardage scientifique, c'est tout. Si on arrivait à utiliser cette onde pour transmettre des messages, je crois qu'on pourrait se passer du fil électrique. De la télégraphie sans fil, en somme. Ah, quand il y en a d'autres comme ça, tu évites de me déranger. Où va-t-il chercher tout ça, quel fils? Je pense que mon idée est bonne. Et je le prouverai à tous. Ce garçon allait effectivement faire parler de lui. Qu'est-ce que c'est? Ah ça, c'est un cohéreur. Ça sert à la réception de signaux électriques. Cet appareil a été inventé par le physicien français Édouard Branly. Il permet de détecter les ondes radio et de les transformer en un courant électrique. Branly a découvert que la limaille de fer contenue dans le tube conduisait très mal l'électricité. Mais lorsqu'il envoyait des ondes hertziennes vers le tube, cette limaille de fer devenait très bon conducteur. Mais cet appareil a malheureusement un gros défaut. Lequel?
Branly ne pensait pas aux applications pratiques de ce cohéreur. Même lorsque les ondes hertziennes ne sont plus envoyées, la limaille de fer dans le tube laisse toujours passer le courant. On ne sait plus si les ondes sont encore émises ou non, c'est ça? Voilà le défaut. Oh, Il faut le secouer pour séparer à nouveau la limaille. alors à quoi ça sert? Je crois que je peux quand même en faire quelque chose. Tentons une expérience. Marconi, tout est en place ici. Alors nous pouvons commencer. Ici, je vais actionner l'émetteur de Hertz et Ordi se trouve de l'autre côté de la pièce, avec le récepteur de Branly. J'émets une onde radio. Si l'onde radio arrive jusqu'ici, le courant électrique devrait passer dans le cohéreur et faire retentir cette sonnerie. Allez, j'attends. Le passage de la théorie à la pratique n'est pas simple. Mais là où Hertz et Branly se sont arrêtés, Marconi, lui, réussira. Ah? Ouais, ça a marché! Félicitations. Ah, j'en étais presque Vous sûr! devriez annoncer votre succès à votre père. Oui! Père! J'ai réussi! J'ai réussi! Encouragé par le résultat de ses expériences, Marconi se remit au travail pour faire avancer ses recherches. Quand l'onde traversait le cohéreur, l'électricité passait et activait la sonnerie. Mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Marconi imagina un décohéreur, un petit marteau qui taperait le cohéreur dès que l'onde radio s'arrêterait, ce qui couperait le courant électrique. Arrêt, marche, 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 arrêt. Et la radio dans tout ça? Mais où Marconi veut-il en venir? arrêt, marche, ça doit vouloir dire quelque chose. C'est peut-être un code ou un langage. Résumons, Marconi a réussi à émettre sans fil un signal et à l'arrêter. Un signal émis sans fil électrique et à distance. Mais oui, le télégraphe sans fil. Mais oui, le Morse! Marconi pouvait transmettre les codes de Morse, une brève, une longue, que le monde entier connaissait déjà, par onde radio, sans devoir être relié par un fil électrique. Vous êtes brillant, mon petit Marconi! S'il voulait commercialiser sa découverte, il fallait qu'il puisse émettre ses signaux radio sur de beaucoup plus longues distances que les murs de son grenier. Que cherches-tu encore à faire avec ce récepteur dans l'herbe et cette corde attachée à la branche avec cette pièce métallique? J'éloigne le récepteur de l'émetteur. Moi, je pense que les ondes peuvent voyager sur de très longues distances, et je vais le prouver. Ces antennes devraient permettre de recevoir le signal. La maison est à environ 3 km d'ici, et je vais émettre un signal radio depuis mon grenier. Et moi, si j'entends quelque chose dans ton récepteur, je tire plusieurs coups de fusil en l'air. C'est ça que tu veux? Oui, c'est tout à fait ça. Il faut que le récepteur retentisse 3 brefs instants, hein. Comme pour le S de l'alphabet morse. J'y vais. Ciao! J'ai pas voulu le décourager, mais ça marchera jamais. À 3 km de distance. C'est bien ce que je pensais, on perd notre temps. Je m'en vais. Reviens! Tu as entendu quelque chose? Chut. Ça y est, Marconi, t'as réussi! Tire donc! Bon. Marconi venait de faire la preuve qu'il pouvait envoyer des messages télégraphiques sans fil sur de longues distances. Ce qu'il avait réussi sur 3 km, il le referait à nouveau entre des points encore beaucoup plus éloignés. Marconi déposa son brevet en 1896 et c'est en Angleterre qu'il trouva les appuis financiers nécessaires au développement de ses découvertes. Il établit une première liaison dans la baie de Bristol sur une distance de 14 km. Et puis 3 ans plus tard, il relia l'Angleterre à la France. Quoi? 40 km? Mais cela ne lui suffisait pas.
Il voulait toujours pouvoir émettre plus loin, de plus en plus loin. Oh, vous croyez que les ondes traverseront l'Atlantique? Vous y croyez vraiment? La distance à parcourir entre l'Angleterre et l'île de Terre-Neuve au Canada est de 3500 km et la Terre est ronde. Qu'importe, je réussirai. Oui, mes expériences m'ont prouvé que les signaux radio peuvent même passer au-dessus des montagnes. Ils traverseront Mais l'Atlantique. il est totalement impossible de dresser une antenne avec ce vent. L'antenne que vous aviez construite auparavant s'est cassée à cause du vent, non? Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Regarde, Un cerf-volant? Pourquoi faire? j'y ai installé l'antenne. Tu vois, elle flotte à plus de 120 mètres. Vous savez tirer parti de l'adversité? La transmission doit commencer vers 11h30. Marconi attend le signal depuis plus d'une heure, mais il ne se passe rien, rien du tout. Ça marche! Ça marche! Le signal radio vient de traverser l'Atlantique! C'était la première transmission radio transatlantique d'un signal télégraphique. Bravo Marconi! Son invention rendait tellement de services qu'elle s'imposa dans le monde entier. Aujourd'hui, on pourrait difficilement se passer des ondes radio, qui peu à peu se perfectionnèrent pour non seulement transmettre... Des signaux télégraphiques et furent utilisés ensuite pour diffuser des émissions d'information et de musique. Des émissions radio, quoi. Quelle culture! C'est dans les années 20 que les premières stations de radiodiffusion virent le jour. Tiens, regarde, les premiers postes radio à galène. Il fallait mettre des écouteurs pour entendre, tellement le signal était faible. Oui, ce n'était pas très commode. Il fallait améliorer cela. Il fallait rendre les postes radio beaucoup plus sensibles et les émetteurs beaucoup plus puissants. Hop. C'est l'Américain Lee de Forest qui inventa le tube électronique. Il augmentait la portée des émissions radio et rendait plus sensibles les récepteurs. La radio devint la petite boîte magique que pratiquement tout le monde possédait chez soi. Elle invitait à la maison les interprètes musicaux les plus prestigieux, venus du monde entier, transformant la salle à manger en une salle de concert digne de l'opéra. Elle diffusait les bonnes et les mauvaises nouvelles. Les stations de radio se multiplièrent dans le monde entier. L'Écossais John Logie Baird voulait rajouter au monde des sons le monde des images. En 1926, il bricola le premier appareil de télévision qui utilisait un système rudimentaire de transmission. Pas très concluant, mais encourageant. Il y eut pendant 20 ans encore une série de postes de télévision expérimentaux, jusqu'au moment où, après la Seconde Guerre mondiale, la télévision sortit des laboratoires pour conquérir le grand public avec des programmes sportifs comme le catch. Ou les courses cyclistes qui pouvaient même être suivies dans la rue. Et ensuite, la télévision entra pratiquement comme la radio avant elle dans tous les foyers. En 1962, on lança le premier satellite intercontinental de télécommunications qui relaiera des émissions entre l'Europe et les États-Unis. Vous venez de voir en direct l'assassinat du président Kennedy. Revoyons à nouveau ces images dramatiques qui ont indigné et bouleversé le monde entier. En 1969, un autre événement fut vécu en direct par le monde entier.
l'homme marchait pour la première fois sur la Lune. « 600 millions de spectateurs assistèrent à ce moment historique. 600 millions, eh ben Oui, grâce aux satellites et à la télévision, ce programme put être regardé par le monde entier. C'est fantastique. Mais alors, la radio, la télévision... Oui, ce sont des moyens de communication de masse qui permettent la diffusion d'un même message vers des millions de récepteurs différents. Mais à quel progrès allons-nous encore assister, Ordi? La télématique, la télé numérique, la vidéo miniature... Oui, bien sûr, mais je pense que c'est surtout la communication entre les personnes qui va bénéficier des progrès. À quoi tu penses, Ordi? Au réseau numérique à intégration de services. On en reparlera bientôt. Salut!